Bonjour à tous, donc aujourd'hui on a Guillaume Blaquière qui va nous présenter comment les agents ont colonisé Carrefour. Merci pour cette introduction. Je vois pas les slides à l'écran. Ok, nickel. Merci pour l'introduction. Alors vous pouvez voir que le titre a un peu changé. On m'a fait remarquer que parler de colonisation, c'était pas forcément dans la gloire de la France et dans notre passé. Je m'étais jamais rendu compte de ça parce que bon, on peut être expert sur des choses, mais pas sur l'histoire en tout cas. Il faut savoir qu'au mois de mars, j'ai fait ce même talk pour le DevFest de l'Afrique francophone. Bon voilà, j'en suis pas très fier aujourd'hui, mais bon voilà, c'était voilà, on peut faire des bêtises et des bourdes un peu comme ça aussi. Donc on va quand même parler d'agentique, de Carrefour et donc de qu'est-ce que j'ai mis en place en 2025 et que j'ai continué en 2026 pour faire ça. C'est pas forcément ce que je fais à temps plein parce que je suis data architecte au niveau du groupe de Carrefour, mais de temps en temps on s'amuse un petit peu avec des agents et donc j'ai fait des choses qui m'ont en tout cas moi amusé. Je suis aussi expert sur le cloud de Google, ce qui fait qu'on va parler beaucoup de Google Cloud, parce que Carrefour est beaucoup sur Google Cloud, mais les principes pourraient être appliqués un petit peu sur n'importe quel cloud, sans forcément de limitation ou autre. Voilà. Les grands principes vont être un peu les mêmes. Et malgré tout, je vais commencer par première question sur Google Cloud, si vous connaissez. Est-ce que vous connaissez ce service ? Non. Alors moi, c'est le service que j'adore. C'est ce qui a fait révolutionner un petit peu mon adoption au cloud. Le service s'appelle Cloud Run. Bon, en fait, mais Cloud Run, qu'est-ce que c'est ? C'est un service qui va héberger des conteneurs, avec Docker ou autre, on s'en moque. Et en fait, c'est du serverless. Vous prenez votre conteneur, vous le buildez, vous le déployez et puis ça marche. Vous utilisez le service, le service il démarre, vous ne l'utilisez pas, ça s'éteint. Et donc en fait, vous ne payez que quand le conteneur tourne. Donc voilà, donc c'est vraiment super bien, notamment pour ce que j'ai fait moi en interne. C'est un chatbot interne chez Carrefour. On travaille la journée du lundi au vendredi, donc la nuit et le week-end, ça s'éteint, on ne paye rien, c'est parfait. Autre logo, est-ce que vous connaissez celui-là ? Ah, les gens qui connaissent, ouais. Donc c'est quoi ? Ouais, c'est ADK, Agent Development Kit. Donc en effet, c'est le logo du framework fait par Google. Ils ont sorti leur version 2 là très récemment, il y a un mois. Donc voilà, donc c'est un framework pour développer des agents comme LangGraph si vous connaissez. Mais voilà, là c'est un framework développé par Google. Je fais du Google, donc je l'ai utilisé, mais j'en parlerai un petit peu plus loin. Dernier logo, celui-là je suis sûr que tout le monde va l'avoir. Vous connaissez ça ? Vous rigolez, mais quand j'ai rejoint Carrefour il y a un peu plus de 4 ans maintenant, je ne savais pas que c'était aussi gros. En fait, Carrefour est une multinationale avec des millions de clients, des dizaines de pays, et on a plus de 3 milliards de tickets de caisse tous les ans à traiter, à gérer, à stocker, à valoriser avec des contraintes financières. On a un grand groupe du CAC 40, donc forcément on a des comptes de résultats à publier. Donc voilà, on a beaucoup de choses à faire. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi gros quand j'ai rejoint la boîte. Mais comme je suis architecte data, on a plein de data et ça c'est super cool. Par contre, je vais prendre juste un exemple de tout ce qu'on fait. Je vais prendre un exemple de la data platform de la France, donc Carrefour France. On a une plateforme qui s'appelle Phoenix Darwin. Donc Phoenix c'est pour l'ingestion des données et Darwin c'est pour l'exposition des données. On fait du Kafka, donc c'est des messages en temps réel. On va voir le logo au milieu ici, c'est du BigQuery. BigQuery c'est un data warehouse managé par Google Cloud, donc c'est super simple. Vous mettez toutes les données, vous faites une requête SQL, il peut y avoir des pétas, des téras, des exabytes de données. En quelques secondes, vous avez votre résultat. C'est magique. Plus il y a de données, plus ça coûte cher, donc attention. Mais en tout cas, vous n'avez pas à vous soucier de la scalabilité, ça scale automatiquement. Donc c'est ça qui est assez magique. Aujourd'hui, on a 2 pétas de données sur BigQuery. Et Apigee, donc c'est aussi un service de Google Cloud. C'est ce qu'on appelle un APIM ou un API Management. Ça sert à exposer des API et de gérer le versionning, montée de version, la sécurité et tout ça. Donc quand on expose des API vers l'extérieur, forcément on passe par Apigee parce qu'on veut sécuriser, tracer, loguer, observer toutes ces API. Alors cette data platform, elle est centrale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand vous allez payer un magasin, vous allez payer par exemple, avec votre carte passe, votre carte de fidélité, et dans les quelques secondes qui vont suivre, entre 2 et 5 secondes, vous allez recevoir une notification, le nouveau solde de votre cagnotte, vous allez avoir aussi le ticket de caisse, etc. Comment est-ce qu'on fait ça ? On a aussi dans la plateforme, on récupère les données de fidélité et on les croise justement avec la carte de fidélité pour savoir quelle est votre application, votre compte, etc.
On va aussi, avec l'application, on va pouvoir faire des commandes Drive ou des commandes e-commerce. Donc on va pouvoir commander des produits dans 1 ou 2 jours quand on va aller le récupérer. On a dans les magasins les produits que vous venez d'acheter. Donc toutes ces informations-là sont intéressantes pour la supply chain, pour savoir au niveau des stocks s'il faut acheter ou pas pour éviter les pénuries dans les magasins. Vous voyez, on a plein de consommateurs, plein de producteurs de données. Des fois, les producteurs de données sont aussi les consommateurs, par exemple comme l'application de e-commerce ici. Et donc, on a beaucoup d'interactions avec différentes entités de Carrefour en interne. Pour info, on a 150 flux d'ingestion et plus de 600 consommateurs de données. Donc, ce qui fait plein de monde, plein d'équipes, plein de domaines métiers. On appelle ça des digital factories chez Carrefour. Et pour répondre à leurs questions, on a créé un Google Chat Space qui permet de répondre aux questions sur Kafka, sur Apigee, sur BigQuery, quel est le schéma de données, comment je fais pour publier des données, comment je fais pour me connecter à une base, etc. Donc tout ça, les utilisateurs, donc toutes les différentes équipes sont capables de nous contacter à la data platform et on va leur répondre à leurs questions. Alors ça c'est normal, hein. On a une plateforme centrale, une sorte de plateforme engineering, on assure le support de la plateforme, donc ça c'est normal. Évidemment, on a la documentation, mais vous savez bien que les humains préfèrent aller poser la question que lire une doc, c'est un petit peu embêtant. Donc, on a ça, mais le problème vient ensuite. Le problème vient quand on va avoir des nouvelles personnes dans l'équipe, parce qu'il y a plein d'équipes, ça peut être des stagiaires, des alternants, ça peut être juste des rotations dans les équipes. On a beaucoup trop d'externes. Donc forcément, on a aussi des changements au niveau de nos prestataires qui vont poser une question qui a déjà été posée précédemment et l'équipe, mon équipe, va répondre la même réponse. Et encore. Et donc tout ce cycle-là, c'est fatigant, on perd du temps, c'est démotivant, voilà, on n'a plus envie de le faire. Et donc on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne va pas mettre à la place un agent qui va connaître la documentation, mais aussi qui va connaître l'historique de la conversation, parce qu'il y a des fois des cas un peu particuliers qui ne sont pas documentés dans notre doc, elle n'est pas forcément exceptionnelle, et donc des fois des échanges que l'on peut avoir directement dans le chat peuvent faire partie de notre base de connaissances, une base de connaissances figée et puis plutôt de l'interaction avec les utilisateurs. Donc on a vraiment deux sources de données, et cette fois-ci, quand un nouvel utilisateur va poser des questions, c'est l'agent qui va répondre de manière automatique, etc., etc. Et même si la réponse ici, elle n'est pas exceptionnelle, c'est pas très grave, puisque les humains sont capables de compléter cette réponse. Et comme cette réponse, cette addition, cet ajout à la réponse fera partie de l'historique, le lendemain, l'agent devrait devenir meilleur jour après jour. Je n'est pas sûr que ce soit le cas, mais bon, dans le principe, c'est ce qu'on essaie de faire. Alors on va commencer à implémenter ça, mais comment est-ce qu'on l'a fait? On a commencé en février. Plutôt, j'ai commencé parce que c'est que j'étais le seul sur le projet au moins au début. Au mois de février, on a fait un POC assez rapide et on a dû s'intégrer avec Google Chat. Alors, je suis un grand fan de Google, hein. Je pense que sur le plafond, on voit que je peux faire du Google, il n'y a pas de problème. Mais avec les contraintes que l'on s'est mis chez Carrefour et la politique de sécurité, etc., s'intégrer, ça a été une horreur. Voilà, donc je vous le dis, vraiment, en plus les API de Google Chat sont pas terribles, en plus avec ce qu'on s'est mis en plus dans les pattes, c'est très compliqué. Je vais vous expliquer mais pourquoi, vous allez voir, c'est pas génial. Donc en fait, ce qu'on veut faire, c'est quand même assez simple. On a un space dans Google Chat et on va vouloir publier un message, donc on va le publier donc, sur du Cloud Run, et évidemment, avec toute la partie logique agentique. On va vouloir trouver les documents similaires, donc justement avec ce qu'on va faire, on va appeler ça du RAG. Et donc on a un service managé ici qui s'appelle Vertex AI Search Engine. J'ai pas mis à jour depuis un mois et demi. Ça s'appelle maintenant Agent Platform. Voilà, Google a renommé Vertex AI en Agent Platform, mais c'est toujours le Search Engine qui est ici. Et on va utiliser aussi Gemini pour résumer donc tous les documents qu'on a trouvés. On fait un résumé avec la question et on envoie le thread en retour. Ok, ça c'est simple. La réalité est vraiment différente. La première, c'est qu'on ne peut pas faire un trait direct comme ça. Bon, après, c'est pas très grave. On a un pattern très connu sur Google Cloud. En fait, on va avoir un message par Google Chat qui va être publié dans une file de messages. Donc là, ici, c'est un nouveau logo, ça s'appelle PubSub. Donc c'est vraiment un publisher subscriber. On publie un message dans une file de messages et après, on crée une souscription en HTTP qui va pousser sur du Cloud Run.
très bien. Ça, c'est assez classique quand on fait différents types d'événements sur Google Cloud. Ce pattern est assez classique. Ça, c'est pas embêtant. Ce qui est embêtant, c'est ça ici. Comment est-ce qu'on fait pour créer la Workspace Event Subscriptions? On ne peut pas le créer avec un compte de service. Un compte de service, c'est un compte technique qu'on donnerait à une machine, à une VM ou à ce qu'on veut, ou un Cloud Run. On est obligé de le faire avec un compte humain. Voilà, donc on doit le faire avec un compte humain. Donc on peut faire ça avec un AppScript. Un AppScript, c'est un peu du VB avec Microsoft. Donc voilà, là c'est plutôt basé sur du JavaScript. Mais donc on crée un AppScript et cet AppScript est capable de créer une souscription, mais avec un compte utilisateur. Donc c'est mon compte qui est à l'intérieur. Le jour où je quitte la société, ça marche plus. Donc c'est un petit peu naze. Bon, on a trouvé une solution où on a créé un faux compte virtuel, un compte utilisateur, mais rattaché à aucun employé. Donc lui, il va vivre pendant des années. Et donc voilà, on l'a rattaché à ce compte-là. Donc là, c'est plus sécure, mais malgré tout, l'architecture est compliquée. Et pourquoi toutes les minutes? Parce qu'en fait, on ne sait pas pourquoi, ça va être nos règles de sécurité, mais là, personne n'a su me le dire chez Carrefour. Toutes les 4 à 6 heures, les souscriptions sont supprimées. Je ne sais pas pourquoi. Donc toutes les minutes, on vérifie si elle existe, et si elle n'existe pas, on la recrée. Voilà, bon, c'est assez bizarre. Mais voilà, on n'a pas su détecter, on a posé la question à Google, personne ne nous a répondu, donc on ne sait pas. Bref, l'étape 1 fonctionne. L'étape 2, c'est assez simple, hein. On va utiliser un service Search Engine. Donc le Search Engine va chercher, j'ai un slide particulier pour ça. Search Engine fait un search dans une base vectorielle. Et ici, le Data Store, ça va permettre de prendre les documents, de faire les chunks, de créer les embeddings et de mettre ces embeddings dans une base vectorielle. Et tout ça, c'est managé par Google. Donc on paye uniquement à l'usage. On paye aux documents indexés et on paye le nombre de recherches que l'on fait. Donc si on a peu de documents, ça c'est très bien. Par contre, ici, il faut commencer à le populer. Comment est-ce qu'on fait pour ajouter des données dans ce Data Store? Toutes les nuits, on va prendre l'historique des chats et on va le mettre à l'intérieur. Mais là aussi, on ne peut pas le faire avec un compte de service. On est obligé de le faire avec un compte utilisateur. Donc il faut que l'utilisateur soit dans le chat et que l'utilisateur puisse, soit un humain qui fasse ça. En tout cas, un compte utilisateur, pas un compte technique. Donc rebelote, on utilise encore un AppScript pour que toutes les nuits, on récupère ça et on l'envoie. Alors AppScript, c'est des machines que l'on gère pas, c'est un peu lent, c'est un peu mou. Le script doit durer moins de 30 minutes, sinon il tombe en timeout, il est coupé. Voilà, c'est un petit peu la galère. Bon, finalement, ça va, on n'a pas trop d'activité, mais par contre, quand on a dû faire la reprise d'historique de tous les threads du chat, là par contre, c'était un peu plus long. Bon, voilà, c'était un petit peu la galère, mais bon, on a réussi à s'en sortir. Étape 3, pas de problème, on prend les documents qu'on a retrouvés, on demande un résumé à Gemini. Ça, c'était plutôt facile, un appel API, on est bon. Dernière étape, le retour. On peut faire un appel API avec un bot qui est autorisé. Alors aujourd'hui, c'est le cas, notre bot principal, il est autorisé, mais j'ai mis 9 mois à obtenir l'autorisation. Chez Carrefour, hein. Grande machine, beaucoup de personnes, beaucoup d'équipes, la sécurité, etc. Et donc, en cas de, on va dire, en fallback, comment dire ça, en cas d'erreur, on a une solution de passer par un webhook et on publie le message. Alors on a moins de fonctionnalités, le fait de pouvoir avoir un avis avec un pouce en l'air et un pouce en bas, on a moins de fonctionnalités, mais malgré tout, ça marche, on peut publier la réponse de l'agent. Donc au bout d'une semaine, alors ça a pris une semaine, hein, c'est pas très très long en fait à mettre en place. Alors mettre en place la logique agentique, ça a dû prendre 4 heures. Par contre, pour faire tout le reste, ça a pris une semaine. Donc voilà, l'intégration a été plutôt compliquée. Donc ça marchait, on a fait le POC. Et forcément, maintenant que ça marche, on a des utilisateurs qui sont très contents et qui veulent en avoir plus. Et avec des fonctionnalités qui sont demandées. Et la première, celle qui me fait le plus rire, c'est de te taire. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on parle à un LLM, il répond tout le temps. Et même si on lui dit, si tu n'as rien à dire, tu te tais, il va répondre, je n'ai rien à dire, donc je me tais. Oui, donc tais-toi. Et on ne peut pas le faire taire. Et donc ça, c'est assez terrible. Et donc en fait, il va dire des choses, voilà, quand on dit bonjour, il va répondre. Quand on va dire que est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider, il va te répondre que c'est pas lui, mais qui peut quand même aider, ou même il peut même mentir. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de mémoire au niveau de l'agent. Il dit tiens, il y a une release, il va y avoir une indisponibilité. Il dit OK, je l'ai noté.
Mais non, tu n'as rien noté du tout, tu n'as pas de mémoire. Donc en fait, là, c'est vraiment du bluff, quoi. Donc voilà, donc, tout ça, il a fallu l'enlever. Et comment est-ce qu'on a fait? En fait, on a dit qu'au niveau de l'agent, on va dire tu vas me retourner un JSON, la réponse et l'utilité de la réponse. Et si l'utilité, le usefulness est à 0 ou on va dire en dessous d'une limite, et bien à ce moment-là, donc voilà, si c'est en dessous d'une limite, et bien à ce moment-là, tu ne publies rien. Donc c'est vraiment le middleware, donc la partie qui va gérer l'interaction entre Google Chat et puis l'agent, qui lui va décider si c'est inutile, je ne publie pas. Mais l'agent va répondre en permanence, ça c'est sûr. Voilà, donc il a fallu mettre un filtre en amont. Donc on a fait ça, donc c'était pour la fin février. Quoi d'autre? Oui, donc on a pu chercher dans l'historique, c'était bien, mais on a voulu aussi chercher dans la documentation. Ça, c'est la deuxième étape. Documentation, c'est dans un site qui s'appelle Confluence, donc c'est documenté, mais il ne s'est pas directement connecté à Google Cloud. Il a fallu extraire les pages, les mettre dans ce qu'on appelle dans un bucket, comme du S3 sur AWS. Là, c'est du cloud storage. Et donc voilà, et après le process d'indexation se fait automatiquement avec Vertex AI Search. Ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, au niveau de notre agent, il a fallu mettre une logique en disant tu vas chercher ici, puis tu vas chercher ici, et enfin tu fais le résumé de toute la documentation que tu as trouvée dans l'historique et aussi dans les documents. Donc ça, on l'avait fait par exemple pour notre agent qui était pour Kafka. Parce qu'au début, c'était pour la partie Platform Engineering, donc notre Data Platform Assistant. Et là, ça a été pour Kafka. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Oui, on avait aussi un besoin de dire, tiens, on a une personne, enfin, on a différents domaines métiers, et on pose la question, qui est responsable de ce domaine métier? Aujourd'hui, on avait la référence entre le nom de la personne, le domaine métier qui est un résumé, s'occupe des entrepôts magasins, s'occupe des stocks magasins, stocks entrepôts, s'occupe des référentiels clients, référentiels produits, etc. Donc on a différentes descriptions en texte, en full texte en fait. Et donc on a décidé de prendre, donc ça c'est comme un Excel en fait, Google Sheets c'est comme un Excel, on l'a chargé dans une base de données, forcément c'est des colonnes et des lignes, donc ça se charge très bien dans une base de données, et pareil on a pu l'indexer avec Vertex AI Search Engine pour avoir ça. Donc maintenant on peut répondre, les informations sont dans telle table, à tel endroit par rapport à la documentation, et tu peux contacter telle personne si tu veux plus de détails. Ok. Donc pareil, on va chercher dans toutes les sources, donc une source de plus, et après on fait un résumé de tout ça. Ok, donc là c'était pour la partie DataGov, data gouvernance. Forcément, quand on a des entités, des data product owners, il faut savoir à qui est-ce qu'on demande ce qu'il faut, qu'on demande, ce dont on a besoin ou la structure de données que l'on souhaite. On a fait quelque chose de plus. Spoiler, on l'a enlevé assez vite. C'est de se dire, des fois on a des actions, notamment avec Kafka. On veut créer un topic. Ok, très bien, à ce moment-là, on demande à l'agent, je veux créer un topic, et l'agent va dire, tiens, je crée automatiquement un ticket dans Jira. À l'époque, il n'y a pas de MCP, rien du tout. Pas de problème, c'est juste un appel API. On prend une clé d'API, on fait un appel HTTP, on pousse, ça crée un ticket, nickel. Donc ça, ok. Pas de problème, on l'a implémenté. Si c'est une action, donc on a testé en fait, quand on reçoit le prompt de l'utilisateur, on teste si c'est une action, ok, on crée un ticket. Le problème, c'est que chaque fois que c'était pas une question, ça crée un ticket. Donc on a créé 300 tickets en une semaine. Donc vite on l'a enlevé parce que ça crée beaucoup de bruit pour rien. Je pense qu'aujourd'hui on pourrait le remettre et le réactiver, mais bon, on était un petit peu traumatisé, donc on n'a pas réactivé la feature. Malgré tout, on avait fait ça encore pour la partie Kafka Mute. Je n'ai pas dit ce que c'était, mais Kafka Mute, en fait, on a un Kafka mutualisé entre différentes équipes. Donc forcément, on le gère à la data, mais différentes entités de Carrefour peuvent demander la création d'un topic sur ce Kafka. Ensuite, pour la partie, je crois que c'était pour c'était pour notre application de ticketing, parce qu'on est une plateforme plateforme centrale. On a une équipe support qui est là jour et nuit, au cas où il y a des flux d'ingestion qui ne marchent pas. Les magasins fonctionnent la journée, les entrepôts fonctionnent la nuit, donc il y a toujours de l'activité. Il faut toujours qu'il y ait des personnes qui soient d'astreinte au cas où il y ait un problème. Et donc on avait plein de documents, plein de tickets d'incidents à indexer, et on s'est demandé quelles étaient les meilleures solutions de RAG que l'on pouvait faire sur Google Cloud.
Alors moi, je ne suis pas data scientist, je suis data architecte. Et donc moi, ok, on peut chunker les documents, on peut les indexer, on peut faire ça. Mais je ne connais pas la meilleure manière de faire les chunks, les bonnes tailles, est-ce qu'on fait de l'overlap? Je ne sais pas ça. C'est pas mon métier, je ne le sais pas. J'ai toujours été mauvais en maths, donc c'est pas mon truc. Donc je préfère des services managés. Je dis à Google, tu m'indexes ça, il se débrouille et puis il le fait. Donc on a 3 services sur Google Cloud. On va avoir Vertex AI Search, dont je vous parle depuis tout à l'heure. Vous avez bien compris qu'en fait c'était très simple. On donne le document, ça chunk, ça fait les embeddings, ça les met dans une base vectorielle. Nickel. Après, on va avoir RAG Engine et Vertex AI Search, Vector Search. Alors, vous voyez, il ne faut pas se tromper entre le Search et le Vector Search. C'est pas du tout la même chose. Alors ici, en fait, c'est pareil, c'est la même chose. Ça va faire des chunks automatiques, mais avec plus d'options, pas plus d'options, mais plus de configurations qui sont possibles. Par contre, la base de données, ça va se baser sur Spanner. Spanner, c'est un service de Google. C'est une base qui permet de scaler, une base relationnelle qui permet de scaler horizontalement. À peu près $600 par mois. Bon, que quelques documents pour le chat interne. Peut-être que si c'est un service externe, ça vaut le coup. Mais pour nous, c'était un peu trop cher. On a quand même essayé, parce que c'était gratuit jusqu'au mois d'août 2025. Donc on l'a essayé, mais après on est vite revenu ici. Et Vertex AI Search, Vector Search, en fait c'est juste une base de données vectorielle. Donc ça se base sur notre produit de Google Cloud qui s'appelle Bigtable. Bigtable, c'est là-dessus que sont vos emails sur Gmail, typiquement, c'est la même technologie. Et par contre là, c'est juste une base de données vectorielle. Donc c'est très puissant, ça va très vite, mais tout ce qu'il y a autour, les chunks, les embeddings, le stockage, tout ça, c'est à faire à la main. Donc avoir un service qui fait ce genre de choses-là. Donc pas du tout simple à faire. Donc on est resté sur ce service-là. Malgré tout, comme je dis, on essayait lui. Donc pendant quelques mois, on avait 2 services d'indexation, aussi bien Vertex AI Search que RAG Engine. Et donc il a fallu complexifier notre logique ici pour aiguiller vers le bon endroit, aussi bien pour la recherche que pour l'extraction de données. Donc ça, c'était pour notre outil de ticketing interne. On va continuer jusqu'ici. Donc, non, ouais, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là parce que on a ça. Architecture un petit peu compliquée. Alors, pour ceux qui sont encore dans les études, quand vous avez une architecture qui ressemble à ça, de suite, vous allez dire, c'est trop pourri, c'est la merde, faut faire un truc. Et là, le problème, c'est qu'on a un service au milieu qui est trop monolithique. Ça fait tout, ça fait l'interconnexion avec Google Chat, mais ça fait aussi l'interconnexion avec tous les services de Google Cloud, et ça fait trop de choses. Donc l'idée, ça va être de le découper. Il se trouve qu'on arrivait à l'été, après le mois d'avril, il y a eu donc la grande conférence de Google Cloud, où a été annoncé ADK, et donc pendant l'été, je l'ai essayé, et j'ai eu un petit peu une révélation, comme quoi un framework, c'est utile. Parce que jusqu'à présent, c'était que des appels API, il n'y avait pas de framework, c'était moi qui faisais... tout à la mano. Alors, pourquoi voilà, on peut gérer, donc c'est comme tous les frameworks, ça gère du raisonnement, ça gère du multi-agent, ça gère des actions autonomes, donc ça fait vraiment tout ce qu'on veut au niveau agentique. Et on va avoir une architecture qui est un peu comme celle-ci. Je ne vais pas vous la faire en détail, c'est assez simple. Vous êtes ici, vous posez une question, et en fait, le ADK, c'est un orchestrateur. Ça va prendre les instructions que vous allez définir ici. Vous allez avoir une liste d'outils que vous pouvez utiliser, soit des API, soit des fonctions, soit des serveurs MCP, soit du A2A pour appeler d'autres agents, etc. Et donc, en fait, ici, il y a l'orchestrateur qui va prendre l'instruction, qui va tout envoyer au modèle, au LLM, qui va lui dire « appelle cette fonction », hop, ok, et ensuite quand on a le retour, qu'est-ce que je fais maintenant, etc. Donc en fait, lui, c'est un orchestrateur qui fait une boucle, et au bout d'un moment, quand il trouve le résultat, hop, il envoie la réponse. Juste faire un petit focus ici, sur la partie mémoire. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de mémoire dans mon agent. Il y a du short term et du long term. Alors qu'est-ce que c'est que le short term? C'est votre session. Vous aurez une session, et les quelques messages qui précèdent sont dans la mémoire de l'agent, donc là, c'est vraiment de mémoire court terme. Par contre, quand vous avez une session qui est trop longue, au bout d'un moment, les premiers messages sont oubliés parce que le contexte est trop limité, donc vous oubliez des choses. Donc ça, c'est la session. Ici, le long terme, qu'est-ce que c'est? Ça va être ce que vous allez retenir à travers les sessions pour un utilisateur. Vous dites que vous êtes végan à un moment. Prochaine session que vous faites, l'agent va vous proposer plutôt des restaurants végans et pas des restaurants avec de la viande, parce qu'il a retenu dans sa mémoire
que vous êtes vegan. Donc ça existe beaucoup dans les chats GPT, dans les Gemini. Vous pouvez configurer cette mémoire-là. Donc ça existe. Donc les deux existent sur Google Cloud. Là, c'est Session et ça, c'est Memory Bank. Moi, j'utilisais que la Session ici. Memory Bank, pas encore. Juste un point, parce que des fois, on se pose la question quelle est la différence entre MCP et A2A. Donc MCP, c'est fait pour connecter un agent avec des services. Si vous voulez, MCP, c'est un peu comme un wrapper d'API. Voilà, donc c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Mais ça va vraiment appeler des outils de manière unitaire et distant. Tandis que A2A, c'est vraiment pour faire communiquer différents agents entre eux, donc différents agents experts sur différents domaines. On a beaucoup montré des exemples d'agents dans le voyage. Donc un agent qui fait tout un plan d'expédition, puis un agent qui va réserver l'avion, un agent qui va réserver les hôtels, etc. Donc voilà, on peut imaginer ce genre de communication. Alors, à quoi ça a servi ? On a simplifié beaucoup de choses. Déjà, je parlais de la session. On a utilisé un truc qui s'appelait avant Agent Engine Session. Maintenant, c'est Agent Platform Session. Voilà, vous mettez juste un ID et automatiquement, ADK va se connecter à votre session service qui est sur Google Cloud. L'avantage d'utiliser un framework de Google avec Google Cloud, c'est qu'il y a beaucoup de librairies, beaucoup de composants qui se connectent très facilement. Donc en fait, en 2 coups de cuir à peau, on arrive à faire ce qu'on veut. La même chose pour le Memory Service, on fait Memory Service, on donne ce même ID pour avoir de la session de la mémoire long terme. Autre chose pour arriver à faire le Vertex AI Search Tool. Là aussi, avant, il fallait faire plusieurs appels API, faire des demandes. Là maintenant, c'est une ligne. Donc je reprends le cas de avec les applications, donc l'application Care, où on avait des tickets, mais d'incidents. Donc on a ici les tickets d'incidents, les tickets de demande, la documentation publique et la documentation exprès pour l'équipe support. Donc voilà, donc tout ça, 4 recherches, 4 lignes, super simple. Dernière chose, c'est quand on veut sélectionner les modèles, la région et autres, là aussi c'est des variables d'environnement. Vous dites que vous utilisez Vertex AI, le modèle que vous voulez, la région que vous voulez, ça roule. En parlant de modèles, il y a différents types de modèles sur Google Cloud. Vous avez du Flashlight. Bon là, c'est très rapide, très simple, très simpliste. Ça va très bien pour router des requêtes, peut-être pour faire de la classification, mais pas plus. Si on demande du raisonnement, de la réflexion, évitez les modèles light parce que c'est vraiment trop light. Gemini Flash, moi je propose de commencer par ça tout le temps parce que c'est rapide et donc quand on fait des tests, et bon, moins ça va plus vite. C'est pas trop cher, en tout cas ça reste encore raisonnable et c'est très bien pour des tâches pas très complexes. On récupère des documents, on fait un résumé, ça va très bien. Par contre, des fois ça va pas ou quand le contexte est trop grand, les modèles Flash se perdent un petit peu parce qu'ils sont trop simplistes et à ce moment-là, il faut passer sur des modèles pro bien plus lents, bien plus chers. Mais là, vous avez l'état de l'art pour faire du code, pour faire des raisonnements complexes, pour croiser plusieurs types de documents et de sources. C'est vraiment le top pour faire ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici ? En fait, on a séparé la partie middleware de la partie ADK. Donc ADK se concentre sur tout ce qui va être communication avec les outils agentiques, donc les recherches de documents, la gestion des sessions qui est ici, la communication avec Gemini. Et le middleware, lui, fait juste la communication, on va dire la traduction, c'est un traducteur, entre les API de Google Chat et les API de ADK. Donc lui, c'est vraiment juste un passe-plat, et ici, l'intelligence est ici. Et donc là, vraiment, on a tout séparé, on a tout mis au propre, et c'est bien plus simple maintenant à faire évoluer et à gérer. Donc j'ai fait ça, j'ai mis ça en place pour un projet que m'avait demandé la data governance du groupe, cette fois-ci, pas pareil que la France, donc c'est la data governance du groupe, et c'était tellement bien qu'en fait après, j'ai passé tous les autres agences sur ADK, parce que vraiment c'était la révolution, ça a simplifié beaucoup de choses, surtout en termes de maintenance. Qu'est-ce qu'on a fait ensuite ? Ensuite, on a des typements au niveau du middleware, on a pu ajouter tout ce qui est pensée. Donc voilà, on a la réflexion de l'agent, on a pu ajouter la gestion des émotions, enfin des réactions, le pouce en l'air, le pouce en bas, pour évaluer la qualité de nos réponses. Et on est passé en 2026 sur
nos updates, et on s'est demandé comment est-ce que les agents, comment est-ce que nos utilisateurs réagissent, ou qu'est-ce qu'ils font avec notre agent. Alors là, je les ai simplifiés, on a juste du RAG avec 2 sources de documents. Qu'est-ce que font nos utilisateurs et comment est-ce qu'ils interagissent? On ne savait pas. En fait, on a dû ajouter une brique d'observabilité pour comprendre les outils utilisés, pour comprendre tout ce qui se passait au niveau de l'agent. Alors là aussi, l'avantage de ADK, on a pu ajouter un composant qui existe, un plugin, qui s'appelle BQAA, donc BigQuery Agent Analytics. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça prend tous les événements qu'il y a au niveau de ADK, donc le message qui est reçu, l'appel au LLM, l'appel à un outil, les erreurs, quoi que ce soit, et tous ces événements sont stockés dans BigQuery. Donc BigQuery, rappelez-vous, c'est notre Enterprise Data Warehouse, donc on a un warehouse accessible par SQL, et donc comme c'est du SQL, on peut facilement requêter les données. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. Je vais d'abord mettre un petit peu plus de détails sur BigQuery Agent Analytics. Donc on a des données dans BigQuery. Alors, différentes tables. Non, c'est pas ici. Là, c'est juste la configuration. Je vais vous montrer les tables ensuite. Donc voilà, ça met automatiquement les événements dans BigQuery. Et on a juste 3 lignes de configuration à mettre. Assez simple. Le projet, le dataset et la table. Et on ajoute le plugin ici. Et ça marche. Donc vraiment, c'est juste de la config et tous les événements de notre agent vont être dans BigQuery. Et ensuite, on peut faire typiquement ce genre de requête ici, où on va dire, je veux prendre, donc là, la première partie ici, je veux prendre uniquement le dernier message envoyé par l'utilisateur, et je veux grouper par session, et je veux faire un order by, donc prendre le dernier message de la session envoyé par l'utilisateur. Pourquoi l'utilisateur a fini de discuter avec notre agent? Pourquoi la communication a été interrompue? Et ensuite, la deuxième partie ici, c'est qu'on va faire utiliser une fonction dans BigQuery qui s'appelle AI.classify pour classifier donc justement ce message dans différents buckets ici. Une nouvelle question, une requête, la documentation, etc. Et alors, au début, on n'avait pas tous ces buckets. Au début, on n'a que Other. Et puis en fait, en deep divant dans les réponses, on a pu extraire ce genre de grande famille. Et on s'est rendu compte que beaucoup de personnes posaient une nouvelle question ou demandaient d'autres choses sur la documentation, mais aussi beaucoup demandaient d'avoir des requêtes ou construire une requête dans BigQuery ou alors valider une requête. Voilà, il y avait beaucoup de choses au niveau des requêtes ici ou même lancer une requête. Donc ce qu'on a fait début 2026, c'est qu'on a dit tiens, on va essayer d'implémenter ça. Donc comment on l'implémente? Pour construire une requête, il nous faut les informations de la base de données. Vous voyez, notre base de données, c'est BigQuery. Pour faire ça, on a créé des tools en Python où on va chercher tous les datasets, toutes les tables, toutes les colonnes pour valider que ce qu'on connaît de BigQuery. Parce qu'en fait, dans la documentation, on a peut-être des tables ou des noms de colonnes qui ne sont pas à jour. Donc là, on va vraiment valider que tout ce qu'on a ici est présent dans BigQuery pour être sûr que la requête que l'on construit est valide. On a fait ça, mais on s'est aperçu quelques mois après, parce qu'on a fait ça fin novembre. Début janvier, on se rend compte qu'en fait, il y a un toolset qui existe dans ADK, qui s'appelle BigQuery Toolset, qui fait exactement tout ce qu'on veut. Donc il fait même plus, donc on peut filtrer sur les outils qu'on veut exposer. En fait, on a supprimé des centaines de lignes de code en passant là-dessus. Ensuite, on a voulu avoir de la sécurité. Pourquoi? Parce que quand on va requêter les données dans BigQuery, on veut requêter avec l'identité de l'utilisateur. On ne veut pas requêter avec un compte générique qui aurait accès à toutes les données de Carrefour. Non, si on a accès par exemple qu'à la région sud-est, on ne va pas aller voir les données des autres régions, le chiffre d'affaires, les marges, etc. Donc on veut vraiment avoir l'identité de l'utilisateur. Donc il faut quelque chose de sécurisé. Pour ça, on a utilisé OAuth pour authentifier l'utilisateur. Malheureusement, Google Chat, qui n'est pas génial, ne supporte pas l'authentification OAuth des utilisateurs. Donc il a fallu créer un redirect et créer un nouveau service, évidemment avec Cloudrun, qui va gérer ce flow OAuth. Ensuite, le token va revenir et va être stocké ici. Le problème, c'est que le token, il est stocké dans la session. Et la session, pour l'instant, elle est partagée entre toutes les personnes du Google Chat Space. Et donc il a fallu supprimer la feature du Google Chat Space et offrir cette feature uniquement au niveau des messages en direct. Donc on peut chatter en direct avec l'agent, et donc c'est du one-to-one, donc moi et l'agent. Et à ce moment-là, il a le droit de garder mon token dans la session parce que je suis le seul à pouvoir discuter avec lui.
On a mis ça en place. Et j'ai une démo ici. Donc en fait, donc là je suis vraiment en one-to-one sur Google Chat et j'ai posé une première question. Alors on la voit pas très bien ici, si c'est bon. Quelle est la table pour connaître les stocks dans les magasins? Donc je pose la question à l'agent. Tout de suite il va répondre en disant je suis en train de réfléchir. Enfin, il donne une réponse, il dit je réfléchis. Et là, on va afficher toutes les pensées de l'agent. Voilà, j'ai accéléré la vidéo parce que ça prenait un petit peu de temps. Donc il va réfléchir, il va aller voir dans la documentation, il va aller voir dans l'historique. Qu'est-ce qu'il peut faire pour trouver les stocks en magasin? Donc il fait ça, il fait ça, il fait ça. Et après quelques minutes, il va répondre, voilà, bon, on peut faire ça, on a différentes tables, ok, très bien. Moi, je lui pose la question, mais très bien, fais-moi une requête SQL pour trouver ça. Ah oui, on peut revoir la pensée si on veut, notamment mais c'est pas mal pour comprendre des fois pourquoi est-ce qu'il dérive et pourquoi est-ce qu'il ne va pas au bon endroit. La question c'est, fais-moi une requête SQL valide pour que je puisse requêter les stocks. À ce moment-là, on va aller voir justement dans la base de données quels sont les datasets, quelles sont les tables, quels sont les champs, les formats des champs, les descriptions des champs, pour justement arriver à avoir ça. Donc là, on a une requête, deux requêtes, mais il nous dit que voilà, on peut même aller se connecter, mais c'est pas tout de suite ce que je veux faire. Je vais d'abord lui poser une question. Donne-moi les stocks dans un magasin, donc dans un hypermarché, à Latte. Latte, c'est là où je suis né, donc c'est pour ça que je connais bien et puis c'est là où je fais une course toutes les semaines aussi. Donc ok, donc là, mais cette fois-ci, il va se dire tiens, je dois lancer une requête, donc je vais prendre la requête, mais j'ai besoin d'un token d'autorisation. Et à ce moment-là, donc il va dire donc je prends l'hypermarché à Latte, ok, donc là on a deux paramètres. Par contre, je veux que tu te connectes. Donc on clique ici, on est redirigé sur notre nouveau service Cloud Run, on va faire un flow d'autorisation. Voilà, donc là c'est assez classique, hein. Je sélectionne mon email, j'accepte les scopes, what, ok. Et là, le token, il est pris, il est renvoyé à ADK à travers le middleware. Et cette fois-ci, ADK est capable d'aller faire la requête dans BigQuery, puisqu'il a ma permission, il a mon identité, il peut faire la requête. Donc on voit la requête qui a été faite. On peut voir qu'il a décidé de recruter sur les 2 derniers jours. Je lui ai rien dit, mais c'est dit pour prendre des stocks 2 jours, ça va suffire, et pas trop. Et ensuite, voilà, on a les données qui sont ici. Donc ça, c'est voilà, ce qu'on a pu faire avec cet agent. En comprenant le besoin des utilisateurs, grâce à l'observabilité, on a pu ajouter ça. Évidemment, on va continuer à observer ce qu'ils font. Et comme les données sont dans une base de données, grâce au BigQuery Agent Analytics, on a créé des dashboards. Donc avec Looker Studio, enfin c'est Data Studio maintenant parce que ça a été aussi renommé il y a 1 mois et demi. Donc on va voir qu'on a à peu près 200 conversations par semaine. On va avoir des outils utilisés, notamment ici la documentation est beaucoup utilisée. Pas d'erreur, on est content. Forcément, c'est des services managés par Google, donc le uptime est très bon. Et enfin, on a aussi la consommation. Voilà, quelle est la durée moyenne d'une réponse, nombre de tokens consommés. Donc là, on est sur une semaine. Voilà, on peut voir ça. Donc aujourd'hui, on est sur le modèle 2.5 Pro de Gemini. On a essayé le tout dernier qui a été annoncé il y a à peine un mois, le 3.5 Flash. Et il a tendance à tourner en boucle dans son syncing, donc on est revenu en arrière. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc là voilà, donc on a mis en place de l'observabilité donc début 2026 et on a pu ajouter donc la partie MCP et toolset pour BigQuery là au mois de février. En conclusion, j'ai trois conseils à vous donner quand on fait des agents. Le premier, c'est de choisir le bon use case. Dans tous les use cases, on ne met pas de l'IA, on ne met pas de la GenAI, des fois juste un dashboard, des fois juste un email, des fois juste un rapport, ça peut suffire. La GenAI, ce n'est pas pour tout. D'ailleurs, on a beaucoup de gens qui veulent mettre de la GenAI sur des données structurées. Dans notre data platform, on a des données structurées. Mais la GenAI est très forte sur les données non structurées, sur du texte, sur de la communication. Sur des données structurées, vous avez des colonnes, ça ne sert à rien. Voilà. Vous pouvez expliquer un résultat, mais pas travailler directement sur les données. L'autre chose, pour maximiser l'adoption des agents, c'est d'apporter les agents au plus proche de vos utilisateurs. Donc nous, aujourd'hui, on avait déjà un Google Chat qui existait. Il y avait 850 utilisateurs sur Google Chat. On a branché l'agent sur Google Chat. L'adoption a été immédiate. Pas besoin de communiquer, pas besoin de donner une nouvelle URL, pas de nouvel identifiant, rien. Les gens,
ils n'ont pas eu le choix d'avoir un agent qui leur répond de manière immédiate. Donc là, l'adoption a été très bonne et aujourd'hui, c'est l'agent le plus utilisé chez Carrefour, l'agent conversationnel le plus utilisé chez Carrefour entre toutes les équipes. Et forcément, si on va ajouter l'agent au plus proche des utilisateurs, ça veut dire qu'il faut s'intégrer dans l'existant. Et là, s'intégrer dans l'existant, ça veut dire que c'est un projet d'intégration. Je vous ai montré comment c'était compliqué avec Google Chat. Encore une fois, aujourd'hui, on a des frameworks avec ADK, avec LangGraph, des LLM, avec OpenAI, Anthropic, Google. Tout ça, c'est très très bon. Donc, ça va très vite de faire un agent. Par contre, pour l'intégrer dans votre application, dans votre vieille application, ajouter un encart de discussion dans un site web, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Et ça, il ne faut pas le sous-estimer parce que c'est en général ce qui est oublié. Et c'est 70% du coût à peu près du projet. Donc, tout le monde voit les agents comme quoi c'est trop bien, mais l'intégration dans vos projets, ça coûte très cher. Sachant que des fois, ce n'est pas intégrable. On a encore des applications supply, donc pour tout ce qui est gestion de stock, qui sont sur des mainframes. Qui dit mainframe, on n'a pas d'API, on n'a rien du tout. Donc on sait qu'on pourrait optimiser ces process avec des agents, mais comme on n'a pas accès à la donnée avec les agents, on va attendre d'abord de passer sur quelque chose de plus moderne avant de mettre des agents sur ces process. Et évidemment, donc je ne l'ai pas mentionné ici, continuez d'observer, de regarder comment est-ce que les utilisateurs consomment vos agents, parce que c'est comme ça que vous allez les améliorer et comprendre les attentes. Merci à vous. Vous avez un petit QR code ici si vous voulez me donner un feedback sur ce que vous avez pensé. En bien, en mal, je m'en moque. Au contraire, c'est très bien d'avoir un feedback pour s'améliorer la prochaine fois. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, Blue Sky, Medium ou LinkedIn. Voilà, si vous avez des questions maintenant, je serai ravi de vous répondre. Des questions plus tard, pas de problème. Je suis très content de communiquer avec vous et de vous répondre. Merci beaucoup. Ouais, j'arrive. Même pas besoin de demander, c'était trop rapide. Merci, super pour le talk. Une petite question qui, peut-être que tu as déjà eu beaucoup. Il n'y a pas eu de cas d'hallucination, ce genre de choses? Ah si, beaucoup trop. Et même actuellement, justement, c'est assez drôle. Semaine dernière, j'ai fait une nouvelle version avec des nouvelles features et puis tout ça. J'ai oublié de recadrer dans mes prompts, donc dans les instructions qu'on donne à l'agent, en lui disant n'invente rien, fie-toi uniquement aux données que tu connais. Et là, pendant la semaine, il a fait n'importe quoi. Il a recommandé, par exemple, de contacter Jean Valjean pour le domaine métier de la supply. Bon, voilà, donc ça n'existe pas. Donc oui, en effet. Et alors, je finis là-dessus. Le problème, en effet, des LLM, c'est qu'ils ont tendance à halluciner, malgré tout, même si on essaie de les cadrer et de les restreindre. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de paillettes mais lancées par les OpenAI, Anthropic, qui disent oui, ça va remplacer plein de métiers et plein de choses. Quand on fait vraiment de la GenAI et qu'on touche aux agents, on voit comment ça hallucine. Je ne suis pas encore prêt de leur laisser ma voiture, mon crédit ou mes actions. Voilà, donc voilà. Attention quand même, ça hallucine malgré tout. Et du coup, tu mets quelques guardrails dans la prompt et c'est tout, entre guillemets, ou il y a d'autres choses? Aujourd'hui, c'est tout ce que je fais parce que ça, quand même, je le fais un petit peu à côté de mon travail. Donc, voilà, je fais ça quand j'ai un peu de temps libre, ça m'amuse. Donc, je le fais, je le maintiens. Donc, oui, aujourd'hui, c'est que dans le prompt où j'essaye de le cadrer. J'ai baissé la température aussi du modèle pour éviter qu'il soit un peu trop créatif. Et puis des fois, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Donc, il y aura peut-être une question sur les modèles hébergés par rapport aux modèles qui sont offerts par les LLM. Mais un exemple, j'ai fait une version début juillet l'an dernier. Je ne l'ai pas touché pendant 3 mois. Nickel, ça marchait. Début octobre, 3 fois coup sur coup, il invente des URL de documents qui n'existent pas. Il invente des gens qui n'existent pas chez Carrefour. On n'a rien changé. Pas de livraison. Par contre, possible que Google, par derrière, eux, ont fait une mise à jour de leur modèle, on n'était pas au courant et ça a tout pété. Voilà. Donc, voilà, c'est compliqué de faire ça. Voilà, c'est compliqué. Quand vous utilisez un modèle à l'extérieur d'une grande entreprise, enfin à l'intérieur d'une grande entreprise comme ça, comment vous gérez la sécurité de vos données? Alors, bonne question. Alors, il y a différentes choses. La première, c'est qu'on est uniquement autorisé à utiliser des modèles qui sont dans la région Europe. Donc, très souvent, les nouveaux modèles qui sont proposés sont en région globale. Donc, ça peut être traité par n'importe quelle région dans le monde de Google. Donc, ça,
on s'autorise uniquement pour la partie code. Par contre, quand on a des données comme ça, des données métiers, à ce moment-là, c'est uniquement en Europe. Donc déjà, on essaie de respecter le RGPD ou d'être en Europe. Et après, quand on a un contrat professionnel, entreprise avec Google, Google nous garantit qu'ils ne vont jamais réutiliser nos données. Question de confiance. Voilà. Mais voilà, c'est comme ça. On n'a pas forcément plus de choses que ça. Dans BigQuery, on a toutes nos données clients, nos données de stock, nos données de vente, nos marges. On a tout. Donc déjà, on a tout dans BigQuery. Bon, mais voilà, on a des choses en plus avec les agents, mais on garde tout ça en Europe. C'est au moins ce qu'on fait. Et on fait confiance à Google. Voilà. À tort ou à raison, mais en tout cas, c'est des choix à prendre. Moi, je voulais savoir comment tu envisages la gestion de la maintenance de ce genre d'application. Est-ce qu'il faut provisionner un peu plus de temps qu'une appli normale? S'il faut, tu as mentionné changer de modèle, ça a un peu cassé les choses. Des fois, il faut régler à nouveau des prompts. Est-ce que ça va demander un peu plus de travail qu'une appli normale Alors, sans IA ou pas? plus je sais pas. En tout cas, ce sera différent. Ce sera plutôt similaire à des applications IA qu'à des applications classiques que l'on connaît avec du code. Donc ça, c'est ce que je compte faire dans le deuxième semestre. Justement, Google a annoncé 2 services qui s'appellent Agent Evaluation et Agent Simulation pour justement prendre des prompts types et voir si une nouvelle version, un nouveau RAG, une nouvelle instruction donne des réponses meilleures ou pas. Donc en fait, on prend les instructions, enfin on prend les prompts, on les envoie au nouvel agent, ça fait une réponse et on a un LLM as a judge qui voit si c'est meilleur ou si c'est moins bien. D'accord, donc il y aurait des solutions automatisées en fait. Il y a une solution automatisée, mais c'est toujours une solution IA. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est qu'en fait, pour faire ça, il faut un dataset de données. Il faut les prompts exemples, les réponses exemples, et ensuite évaluer. Et ça, il faut le construire, et ça peut être long, difficile. Il faut des experts qui répondent, donc c'est pas que moi qui vais répondre, c'est aussi des experts métiers et tout ça. Voilà, c'est plutôt du domaine de l'IA, ce type de test, que du domaine du software engineering plutôt classique. On a des tests unitaires assez basiques, 1, 2, 3, et puis on teste ces valeurs-là, et c'est facile. C'est plus subtil, c'est du probabiliste. Donc voilà, c'est un peu plus difficile. D'autres questions? D'autres questions? Eh bien super. Merci beaucoup. On peut à nouveau l'applaudir.